Un, deux. Bonjour à tous. Allô? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons la difficile charge de démarrer cette matinale avec des sujets qui peuvent paraître un peu anxiogènes, puisqu'on va vous parler d'inflation, de hausse des taux d'intérêt, de crise économique et géopolitique. Je crois qu'il s'est... Allô? C'est mieux là? Oui. On reprend? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette première conférence de la matinée. Donc la salle l'audience n'est pas très nombreuse, mais on va essayer de chauffer un petit peu, réchauffer tout ça. Alors on va vous parler de sujets qui peuvent paraître anxiogènes, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la crise économique, la crise géopolitique et l'impact notamment de cette conjoncture sur la valorisation des PME. Alors nous, en tant que financiers, on est au cœur du sujet, puisque notre métier, comme vous le précisera Jessie Laure, qui est à côté de moi, est d'accompagner des dirigeants d'entreprise justement dans toutes ces recherches d'acquéreurs et de partenaires financiers. On reviendra un peu plus en détail sur, je dirais, les sous-jacents de cet impact dans la valorisation des entreprises, mais peut-être pour commencer, Jessie Laure, je te donne la parole pour présenter un peu notre activité. Merci, bonjour à tous. Dans un premier temps, voilà, je vais vous présenter notre équipe. Donc, Jessie Laure Carole, associée chez Inextinso Finance. Pour vous parler rapidement de notre activité, donc Inextinso Finance, c'est la filiale M&A du groupe Inextinso, connu sur la partie expertise comptable notamment. Et donc, on fait partie des métiers du conseil du groupe. Donc, on est l'équipe dédiée au sujet de fusion-acquisition, donc cession, acquisition et financement d'entreprises. L'équipe, c'est au niveau national une cinquantaine de personnes. On est 10 ici sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre présence dans les principales villes françaises au plus près des régions et des territoires pour être justement en proximité de nos clients que sont les PME. Nous avons accompagné plus de 1000 opérations dans ces sujets, cession, acquisition, financement. Donc, on est reconnu comme leader sur le marché du small cap. Il s'agit des opérations dont la valorisation est comprise entre 5 et 50 millions d'euros, pour vous donner un petit peu l'idée de la taille. Et présent effectivement dans l'ensemble des classements de notre profession. Voilà. On réalise à peu près une soixantaine d'opérations chaque année, entre, on va dire, une quinzaine sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les sujets de cession, donc acquisition, financement, et quelques opérations aussi sur des sociétés qui sont cotées en bourse. Sur les cessions, donc ça peut regrouper des opérations qui sont du rapprochement d'entreprises, remplacement d'associés, toute typologie d'opérations. Et sur les acquisitions, on accompagne donc nos clients sur de la recherche de croissance externe. Donc, on est vraiment très, très au cœur des sociétés, notamment en France. La plupart des opérations qu'on fait se font avec des acteurs français du territoire. Voilà. Je vais passer la parole à Christophe pour la partie valorisation. Alors si on revient sur l'impact de la conjoncture sur un sujet qui doit préoccuper pas mal de chefs d'entreprise, de PME, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors on a eu, effectivement, nous on a eu à analyser ça déjà une première fois il y a un an avec l'impact de la crise Covid sur la valorisation de PME. Et puis un an après, on se pose les mêmes questions par rapport à l'impact de la guerre en Ukraine, des problématiques d'approvisionnement et d'augmentation des coûts de l'énergie. Alors, ce qu'on peut regarder en décomposant un peu, et là, il faut regarder les sous-jacents qui sont finalement les facteurs
pris en compte dans la valorisation d'une PME. On s'aperçoit que la conjoncture actuelle, les principales conséquences, donc la première conséquence, c'est effectivement une augmentation des difficultés d'approvisionnement, qui décalent les carnets de commandes. Alors même les entreprises qui ont des clients et des commandes se sont retrouvées face à des difficultés de livraison, enfin même de production, hein, donc ce qui a décalé les carnets de commandes et donc fait baisser les chiffres d'affaires. On a aussi les entreprises industrielles ont dû faire face à une augmentation de coûts des matières et de l'énergie très impactant sur le résultat, la rentabilité. On a depuis juin 2022 une augmentation très forte des taux d'intérêt bancaires qui limite un peu l'accès au crédit, durcissent ces conditions. Et pas que dans les taux qui ne sont pas, certes, pourraient être dissuasifs, hein, parce qu'on est passé de taux d'intérêt qui, pour des PME, étaient sur des moyens termes, étaient des fois inférieurs à 1% pour les sociétés bien classées Banque de France, à des taux d'intérêt qui aujourd'hui dépassent les 4%. Donc forcément, ça limite un peu les projets d'investissement. Mais pas que ça, il y a aussi de manière générale un durcissement de l'accès au crédit, et notamment pour des opérations à effet de levier qu'on appelle LBO, où là, les effets de levier qu'on pouvait envisager avant crise sont plus tout à fait les mêmes. Et les banques aujourd'hui demandent beaucoup plus d'apports en fonds propres pour financer ce type de projet. Donc, ce qui limite le nombre de projets. Et donc, on a un petit peu une contraction de la demande et ça a un impact sur les valorisations. Et enfin, effectivement, tout entrepreneur a besoin de visibilité pour entreprendre. Hein, et effectivement, sans visibilité et avec beaucoup d'incertitudes, on est moins enclin à investir et à faire des projets, notamment des projets d'acquisition de société. Alors quand on regarde tout ça résumé dans le petit tableau, alors on s'aperçoit que l'augmentation des coûts des matières et de l'énergie, ça va faire baisser la rentabilité, et notamment une métrique qui est importante prise en compte dans la valorisation des entreprises, c'est l'EBITDA, ou si on en a une traduction française, l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc forcément, mécaniquement, on va faire baisser la valeur économique de l'entreprise. L'augmentation des taux d'intérêt, ça va avoir une incidence sur les cash flows que dégage l'exploitation. Et donc, ça va limiter les effets de levier pour rembourser de la dette, notamment dans des opérations à effet de levier. On va regarder dans quelques graphes que, alors là, on est plus, je dirais, dans la finance un peu plus fine. On va regarder qu'il y a une augmentation forte des primes de risque. Alors, on a déjà eu ce phénomène au moment de la crise Covid. On a exactement le même phénomène avec une augmentation assez forte des primes de risque qui vont avoir une incidence directement sur le coefficient d'actualisation des méthodes de valorisation. Donc, le coefficient qu'on appelle le WACC, c'est le coefficient d'actualisation qu'on utilise dans la méthode des discounted cash flow. Donc ça va avoir une incidence directe sur la valorisation, et ça va avoir tendance à la faire baisser. De la même manière, les taux sans risque ont fortement augmenté. On était à des taux des OAT, alors on se base, quand on fait de l'évaluation d'entreprise, on se base sur un indicateur qui est le taux d'intérêt 10 ans, des OAT 10 ans. Donc en gros, c'est un placement sans risque. Alors l'année dernière, ce taux des OAT 10 ans était négatif. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est proche des 3%. Donc forcément, on va augmenter là aussi le coefficient d'actualisation et faire baisser la valorisation. Et puis enfin, des facteurs, on va dire, extérieurs, qui sont les risques, les incertitudes, qui ont tendance à faire baisser les multiples de valorisation, qui sont là aussi un sous-jacent des méthodes utilisées pour valoriser une PME. Alors on le voit en quelques courbes, là on a mis pour illustrer, hein, vous voyez, c'est la courbe de l'évolution de la prime de risque dans le temps. Alors ce qu'il faut regarder, c'est la courbe en violet, ou en noir, pardon, en noir. Donc on voit, là on a un petit pic, 2022, donc on a eu un gros pic en 2020 au moment de la crise Covid qui n'a pas duré longtemps.
Donc les primes de risque sont redescendues à un niveau qu'on connaissait avant crise Covid. Et là, à nouveau, on a une augmentation des primes de risque depuis début 2022 et sur toute l'année 2022. Donc ça va avoir une incidence directe sur la valorisation des PME. Quand on regarde le taux des OAT 10 ans, alors là c'est flagrant aussi, alors l'échelle accentue un peu le phénomène, mais je vous disais sur les années, même post-Covid, on était à des taux d'OAT 10 ans à 0 ou négatifs, et là on est passé à 3%. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont prises en compte dans les méthodes de valorisation des entreprises, et donc forcément ça va avoir une incidence sur la valorisation de votre PME. Alors d'ailleurs, ça se traduit dans des courbes comme celle qui est présentée ici. Donc ça, c'est des données qui sont publiques, hein. La société Argos VTU publie tous les trimestres un indicateur de la valorisation des entreprises exprimé en multiples de l'agrégat EBITDA. Donc EBITDA, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est directement lié à la rentabilité de votre société. Et donc, en fait, ça, c'est sur des opérations réelles. C'est-à-dire, ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des estimations, c'est des opérations réelles où on a constaté, par rapport au prix de cession, par rapport à la rentabilité, on a calculé un multiple et on a regardé les multiples par secteur d'activité. Donc là, c'est tout secteur d'activité confondu. Et on s'aperçoit, alors ce qui est intéressant, alors évidemment, ça correspond quand même à des sociétés dont les capitaux propres sont supérieurs à 150 millions d'euros. Donc, c'est peut-être pas représentatif des sociétés qui sont présentes dans ce salon, mais toujours est-il que même si on applique une décote, on va avoir une courbe qui est finalement parallèle à cette courbe-là. Alors on s'aperçoit que, vous voyez, au plus haut, en 2021, qui était une année phare, on était au plus haut des valorisations, puisqu'on on pouvait valoriser une PME jusqu'à 11,6 fois son EBITDA. Hein, et que là, on est retombé à 9,9, donc quasiment des niveaux 2019. Et qu'on est plutôt quand même sur une tendance baissière. Alors là, on est au début, vous voyez, alors là, c'est dernier trimestre 2022. On n'a pas encore les chiffres du premier trimestre 2023. Hein. La parution de cet index, c'est par trimestre. Donc là, on va avoir sous quelques semaines, et encore une fois, c'est des données publiques. Hein. Vous allez sur le site d'Argos et vous pouvez télécharger cette courbe qui vous donnera un indicateur sur les tendances de valorisation sur le marché de la transaction, c'est-à-dire des transactions réelles. Donc on est sur une tendance baissière. On s'aperçoit aussi, et ça nous au contact à la fois des entrepreneurs et des fonds d'investissement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement par rapport à l'année euphorique 2021 ont changé un petit peu leur approche de valorisation, et ils ont effectivement une approche qui est vraiment basée sur, en premier lieu, la rentabilité de l'entreprise. Et donc, quelque part, on n'est pas prêt à payer le même prix qu'en 2021. Et on le voit très nettement, puisque, alors c'est une moyenne, hein, donc dans cette moyenne, il y a effectivement des sociétés qui sont vendues à plus de 15 fois l'EBITDA et d'autres moins de 15 fois. Donc ce trigger, enfin ce curseur à 15 fois l'EBITDA, c'est aussi un signe, je dirais, important pour nous de voir effectivement quels sont les secteurs qui se valorisent très bien. Et on voit qu'on est revenu quasiment à des niveaux de valorisation pré-Covid. En soi, je dirais que quand on regarde cette courbe, il y avait besoin d'une correction du marché, hein, puisqu'on était monté à des niveaux très importants. Alors, quand on est vendeur de son entreprise, c'est plutôt sympathique de voir que ça s'apprécie bien. Mais bon, les arbres ne montant pas au ciel, à un moment donné, effectivement, il y a une correction. Et cette correction que tout le monde attendait depuis quelques années, finalement, elle a été précipitée. Elle n'a pas été précipitée par la crise Covid, hein, puisque la crise Covid, on a eu juste un petit ricochet, vous voyez, en 2020, où il y a eu une baisse pendant un trimestre et on est remonté tout de suite à des niveaux supérieurs avant la crise Covid. Par contre, là, la crise qu'on connaît actuellement semble être un peu plus durable et on est vraiment sur une tendance baissière. Et nous, on l'observe sur le marché de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur une baisse lente des multiples de valorisation. Alors ça demande
on est dans un contexte un peu d'adaptation parce que les dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, ces données sont publiques, hein, ils ont conscience du multiple à laquelle ils peuvent vendre leur entreprise. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a un petit décalage entre les attentes des cédants, qui sont encore très élevées, et je dirais ce qu'on pouvait espérer en 2021, et la réalité du marché qui aujourd'hui n'est pas prêt à offrir de telles valorisations. Donc ce temps d'adaptation est en train le temps fait son effet. Les dirigeants commencent à atterrir en se disant bah oui, on n'est plus en 2021, c'est plus la même euphorie. Bon, ceci dit, il n'y a pas péril en la demeure, hein, puisque vous voyez quand même qu'on est à des niveaux très élevés, parce que vendre sa société 10 fois l'EBITDA, c'est quand même déjà pas mal. Et on est sur des niveaux qui étaient déjà très élevés avant la crise Covid. Voilà, alors pour revenir justement sur la partie opération, hein, pour faire le lien entre ce qu'expliquait Christophe sur les valorisations d'entreprise, qu'est-ce qu'on a pu observer qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur justement les cessions et acquisitions au niveau des PME. Ce qu'on voit, c'est une activité néanmoins résiliente, hein, malgré des stop and go. Alors ces arrêts et reprises au niveau du marché M&A sont liés assez directement au sujet d'actualité, hein. Effectivement, il y a une réponse aussi sur ces opérations-là, ou un délai plus important de ces opérations en fonction des différentes actualités qui arrivent chaque mois, trimestre pour les dirigeants de PME aussi. L'impact sur les opérations, c'est effectivement la durée même des opérations, hein, qui peuvent nécessiter à la fois pour les questions de valorisation des discussions, des négociations plus longues, mais également pour faire elles-mêmes les opérations, hein, selon les secteurs d'activité sur lesquels on n'a pas toujours la même réaction. Sur des secteurs qui sont plus impactés, par exemple comme ça a été le cas, par la hausse des prix ou la difficulté d'approvisionnement, comme on a pu le connaître sur l'année dernière, ça a effectivement prolongé les discussions sur ces opérations. On voit aussi, on constate que les acquéreurs prennent d'autres mesures au niveau de l'activité des sociétés qu'ils regardent, et donc notamment ils vont maintenant non seulement regarder l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi sa composition. Est-ce que le chiffre d'affaires augmente en raison de nouveaux clients, ou est-ce que c'est simplement l'impact d'une hausse de prix répercutée aux clients? Voilà, ce type d'information est vraiment regardé de façon précise maintenant par les acquéreurs. Ça prolonge aussi les discussions, notamment en amont des opérations. On constate également, par rapport au sujet de valorisation, le fait de revenir un peu à des fondamentaux de valorisation basés sur la rentabilité des entreprises. On a vu pendant quelques temps, et on continue à le voir sur certaines opérations, des valorisations liées au chiffre d'affaires, justement à des multiples de chiffre d'affaires. Ou de chiffre d'affaires récurrent précisément. Là aujourd'hui, on voit que, y compris sur des sujets des entreprises de technologie, on revoit des critères de rentabilité prendre le dessus par rapport à ces méthodes. Et globalement, donc on réalise une étude in extenso finance sur la transmission d'entreprise, hein, sur ces sujets-là, et qui va sortir là dans quelques jours. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement une baisse d'opérations M&A en 2022, qui faisait suite à une année 2021 assez euphorique, hein, qui était liée aussi en parallèle des valorisations importantes qui étaient indiquées par Christophe il y a quelques minutes. Donc effectivement, on est plutôt aussi là sur une tendance plutôt baissière du nombre d'opérations, mais néanmoins qui sont toujours actives. L'activité, en fait, est beaucoup portée aussi par les fonds d'investissement qui sont très présents actuellement. Ils ont fait d'importantes levées de fonds sur 2021 et 2022, et donc sont prêts à aller sur ces sujets d'acquisition, donc à la fois en direct sur des opérations qu'ils font directement, ou pour accompagner leur participation à faire des croissances externes. Donc tout ça
génèrent aussi une activité importante. C'est ce qu'on constate sur tout le territoire français. Et par contre, ces opérations d'acquisition et de build-up se font sur un certain nombre de secteurs, voilà, de certains métiers, avec des préférences sur certains sujets qu'on retrouve, donc, pour ne citer que celui-ci, dans la tech, la partie édition de logiciels qui ne connaît pas de faiblissement aujourd'hui en termes de nombre d'opérations et d'intérêts, mais pas seulement. On accompagne, comme je le disais un petit peu plus tôt, des acquéreurs dans leur sujet de croissance externe, et on a aussi dans l'industrie, dans beaucoup de secteurs, des acteurs qui se positionnent sur des activités pour construire leur position de demain. Et être plus fort, diversifier sur des clients, diversifier sur des territoires. Et donc ça aussi, ça renforce l'activité des cessions et acquisitions. Donc certains secteurs plus résilients qui ne connaissent pas aujourd'hui de baisse ou qui sont moins impactés par les baisses d'opérations. Et enfin, aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, alors pas encore de façon très évidente sur les PME, mais néanmoins, on le constate de plus en plus, la prise en compte de critères RSE, donc tous les sujets sociétaux, environnementaux des entreprises qui sont aujourd'hui pas forcément très mis en avant du côté des PME, aussi bien côté cédant que côté acquéreur, mais néanmoins, on sent cette tendance de fond de devenir un sujet de plus en plus de préoccupation et d'importance pour les acteurs qui opèrent des fusions-acquisitions. Voilà. Alors avant de vous donner quelques conseils en toute modestie, alors en synthèse, si on résume, effectivement, la primeur est donnée aux business qui sont résilients. Donc souvent, le sous-jacent, c'est la récurrence de revenus. Alors évidemment, il y a certains secteurs d'activité qui nativement ont cette récurrence de revenus. Donc on cite le logiciel, mais il y a d'autres secteurs d'activité où il y a des revenus récurrents. Dans le courtage, il y a des revenus récurrents. Dans d'autres secteurs d'activité, il y a de la récurrence de revenus. Donc la récurrence de revenus donne de la visibilité et de la résilience au modèle. On l'a vu déjà et ça a été testé pendant le Covid et pendant cette crise. Donc 1, résilience, 2, rentabilité, et 3, de plus en plus la prise en compte, même si aujourd'hui c'est peu palpable, mais en tout cas il y a un mouvement de fond qui commence à naître sur la prise en compte de critères RSE. Et ça c'est extrêmement important. Jessie Laure le disait, les fonds d'investissement, notamment les entreprises qui vont aller voir des capitaux investisseurs, du private equity, aujourd'hui la plupart des private equity ont dans leur charte d'investissement, donc qu'ils ont l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs souscripteurs, ils ont des chartes et des critères d'investissement qui sont liés à des entreprises qui vont avoir qui vont respecter des critères RSE. Donc même si effectivement pour une PME c'est un peu difficile à mettre en œuvre, il n'en est pas moins que c'est effectivement quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Alors si pour conclure, on avait à vous donner quelques conseils pour bien appréhender la valorisation de votre société. Alors déjà, effectivement, il y a un premier travail à faire avec vos conseils sur, en tout cas pour les gens qui sont dans des réflexions de projets de cession ou d'ouverture de leur capital, de travailler sur des prévisionnels un peu plus poussés que ce qu'on avait l'habitude de faire avant ces années hors crise. Donc ça veut dire aller un peu plus dans la finesse et l'analytique, c'est-à-dire comprendre comment sont générés les revenus, comment sont générées les marges. Et ça nécessite effectivement un travail un peu plus approfondi avec vos conseils, experts comptables notamment, pour affiner toute cette partie-là. Ça, c'est effectivement très regardé aujourd'hui par l'ensemble des financiers et la communauté des acquéreurs. Ensuite, effectivement, il faut quand même retraiter dans l'EBITDA, donc vous l'avez compris, c'est un petit peu le paramètre clé, le paramètre magique. Après, on le multiplie par quelque chose dont on n'est pas forcément maître, puisque ça, c'est plus lié aux transactions de marché. Mais l'EBITDA, en tout cas, pour un chef d'entreprise, on peut effectivement piloter sa marge d'EBITDA. Et là, il faut quand même retraiter l'impact
de cette conjoncture sur les bidas en plus ou en moins. On parlait tout à l'heure que l'augmentation des coûts de la matière ou des coûts d'énergie intrinsèquement agissent sur une baisse de rentabilité. Bon, il y a quand même malgré tout des entreprises qui ont pu répercuter ces augmentations sur leurs tarifs, ce qui fait que globalement l'impact est neutre. À l'inverse, il y a des gens qui aussi ont profité d'une conjoncture inflationniste pour justement augmenter des prix sans forcément avoir les problématiques des coûts associés, donc qui génèrent des rentabilités qui ne sont pas non plus normatives. Donc là, il y a lieu de regarder là aussi finement comment on va retraiter cet agrégat des bidas en plus ou en moins pour avoir quelque chose qui est représentatif, en tout cas, de l'ensemble des entreprises de son secteur. Dans un schéma de transmission, on voit effectivement, alors c'est un domaine qui n'est pas en mal d'innovation et donc là, les acquéreurs et leurs conseils sont toujours prêts à proposer des schémas de plus en plus innovants. Alors dans un contexte où effectivement d'incertitude, notamment sur l'avenir, hein, quand on achète, quand on se place du côté d'un acquéreur qui soit financier ou corporate, quelque part, bon, on va juger des résultats d'une entreprise, mais sur le passé, mais on va investir surtout pour l'avenir. Donc, le manque de visibilité peut être un peu anxiogène. Donc, on va demander souvent un accompagnement et un engagement du cédant un peu plus long que ce qu'on avait l'habitude de voir, y compris jusqu'à lui proposer de réinvestir une partie de son prix de cession dans le projet de reprise. Alors à défaut, on va souvent lui proposer ou alternativement une clause de complément de prix. Donc une clause de complément de prix, ça veut dire qu'au jour de la transaction, l'acquéreur va payer un prix provisoire et qu'il paiera le complément du prix en fonction de l'atteinte de résultats qui sont eux basés sur des atteintes d'objectifs futurs. Alors ça peut être à 1 an, à 2 ans, donc ce qui nécessite forcément, et là c'est un moyen d'engager aussi le cédant dans un accompagnement plus long, puisque le cédant va être aussi acteur de cet aspect-là, et c'est lui qui va finalement permettre de réaliser son complément de prix ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clause de complément de prix. Alors souvent, dans notre métier, on utilise des vocables anglo-saxons. Donc effectivement, le mot que vous entendrez souvent, c'est earn-out. Donc qui effectivement, c'est ni plus ni moins qu'une clause de complément de prix. On arrive aussi effectivement, alors l'accès au crédit se durcissant, on revoit des propositions avec des crédits vendeurs. Donc dans ce cas-là, le financement de la reprise ne se fait pas par un organisme financier extérieur, une banque ou un fonds d'investissement, mais on demande finalement au cédant de faire crédit à l'acquéreur pendant une période. Alors c'est quand même un petit peu risqué pour le cédant, surtout ça dépend de ses projets. Si il avait décidé de réaliser son patrimoine et puis de partir tranquillement au soleil, là quelque part ça va être un petit peu anxiogène. Et l'entreprise a intérêt à marcher pour que puisse lui payer justement son crédit vendeur. Alors, je l'ai dit, effectivement, on a aussi des sessions en 2 temps, où on va avoir des acquéreurs qui vont proposer d'acheter une partie maintenant et puis racheter l'autre partie départ un peu plus tard. Et puis enfin, et là je le disais tout à l'heure, on peut des fois, on va jusqu'à, et on l'a vu nous plusieurs fois l'année dernière, la demande de réinvestissement des cédants dans la société qui va reprendre l'entreprise. Donc tout ça, ça change un petit peu les choses. Donc là, on n'est pas dans des éléments purement financiers, il y a des éléments extra-financiers. Ça engage beaucoup plus le cédant qu'auparavant, parce que l'incertitude fait que l'accompagnement doit être plus long. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. S'il y a parmi vous des entrepreneurs qui réfléchissent à ces projets, de bien prendre en compte le fait qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui vendre sa PME. Une PME, ça dépend sur quelques hommes clés, et souvent le dirigeant. Et donc, le côté anxiogène pour l'acquéreur, c'est de voir disparaître dans la nature le cédant et de se retrouver face à des problèmes qu'il n'est pas capable de résoudre. Donc, on va demander au cédant de s'impliquer davantage jusqu'à effectivement garder un petit peu du prix pour pouvoir garantir un bon accompagnement.
Alors, on en a fini. Si vous avez quelques questions, nous serons ravis d'y répondre. Ou de parler à côté, si vous voulez pas poser vos questions devant tout le monde.